CIBL. Bienvenue à CIBL reçoit pour ce 20 janvier. Voici l'émission d'un côté, mais de l'autre. C'est un rendez-vous mensuel. On est déjà rendu à la 5e émission de cette série. Des émissions qui sont réalisées en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Je me présente, Stéphanie Gagnon. Je vais vous accompagner pour les 60 prochaines minutes. Et à chaque mois, on a un thème. Pour ce qui est de cette première émission de janvier, on s'attarde à un gros sujet. Une émission qui sera très remplie. On va parler de la privatisation des services publics. Quand on parle de privatisation, on parle aussi beaucoup de partenariat public-privé. Vous avez peut-être déjà vu passer cet acronyme PPP. C'est exactement ce que ça veut dire. On parle beaucoup de projets qui font un petit peu jaser. On parle du CHUM, on parle du CUSUM depuis un certain temps, des hôpitaux qui ont été réalisés en partenariat public-privé où il y a eu des dépensements de coûts énormes. Et encore une fois, ce seront les contribuables qui vont payer cette facture-là. Et pour ce qui est de l'autre côté de l'océan, il y a aussi des projets qui ont été réalisés dans les dernières décennies. On parle aussi d'explosion de coûts. Est-ce qu'on aurait peut-être quelques leçons à tirer de ces histoires qui ont été réalisées en Europe? On parle de plusieurs partenariats publics-privés qui ont été réalisés, entre autres, en Angleterre. On va jeter un coup d'œil à ça. Pour ce qui est de nos invités aujourd'hui, on va parler, entre autres, à Guillaume Hébert, qui, lui, est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. En octobre dernier, il s'est posé la question, avec l'aide d'un autre collègue chercheur, si c'était avantageux de racheter les PPP du CUSUM et du CHUM. On va aborder cette question avec lui un peu plus tard à l'émission, vers 13h30. Aussi, en deuxième partie d'entrevue, on aura Pierre J. Hamel qui sera en studio avec nous. Lui, il est professeur et chercheur à l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est un spécialiste pour ce qui est de la question des partenariats publics-privés. Il va nous donner quelques exemples à l'échelle internationale qui ont été littéralement des échecs. Restez branchés à cette émission de CIBL reçoit. Ça se poursuit jusqu'à 14h. CIBL 101.5 Montréal. Comme l'émission du mois passé, on débute avec Pierre-Guy Sylvestre, qui est économiste au Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour Pierre-Guy. Bonjour. On veut s'attarder bien sûr aujourd'hui au partenariat public-privé, mais tout d'abord comme première question, pourquoi c'est important pour le Syndicat canadien de la fonction publique de faire une émission là, complètement sur ce sujet-là? Le Syndicat canadien de la fonction publique, là, partout au Canada, on lutte contre la privatisation des services publics depuis des années. C'est pas nouveau. Les PPP, c'est un nouveau vocable, c'est un nouveau nom là, qu'on donne à la privatisation des services publics, mais ça fait des années que ça existe. Et nous, on pense que ce sont des très mauvaises décisions pour l'ensemble des citoyens, pour les travailleurs, pour les familles monoparentales, finalement pour tous les citoyens canadiens. La privatisation des services publics, c'est extrêmement néfaste et c'est toxique. Mais justement, on en a parlé beaucoup la semaine dernière avec l'entente qui a été annoncée entre le gouvernement et la Caisse de dépôt. À ce sujet-là, le Syndicat canadien de la fonction publique se situe où? Quel est votre avis sur le sujet de cette entente? À notre avis, si le gouvernement du Québec dit qu'il n'a pas d'argent et qu'il doit aller voir la Caisse de dépôt pour pouvoir financer ses infrastructures publiques, ben déjà là, il y a un problème. Parce que le gouvernement du Québec, peut-être qu'il va pas s'endetter lui-même, mais la Caisse de dépôt va s'endetter pour le gouvernement du Québec. C'est la même chose. On va s'engager à très long terme à verser des montants importants à la Caisse de dépôt. Et puis, en plus de ça, la Caisse de dépôt, elle, c'est ce qu'on attend d'elle, va essayer de maximiser ses profits sur le service public. L'objectif du service public de transport en commun, c'est de donner un service aux citoyens, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un développement social
et économique. Là. Et c'est pas de faire de l'argent avec le transport collectif. Exactement. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la société de transport soit le plus rentable possible? Oui, mais la société de transport en tant que telle, c'est pas nécessairement ça qu'il faut juste regarder. Il faut regarder aussi à quoi ça sert un système de transport en commun. Ben, ça permet à des travailleurs d'aller travailler, ça permet à des gens d'aller chercher d'autres services publics, ça permet à des gens d'aller ouvrir des entreprises, de continuer à faire rouler l'économie aussi. Donc, il faut prendre ça dans son ensemble et pas juste regarder comment on peut rentabiliser une société de transport en tarifant les utilisateurs. Donc, la Caisse de dépôt, si vous allez regarder l'entente entre le gouvernement et la Caisse de dépôt, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tarifer au maximum pour avoir un maximum de revenus auprès des utilisateurs des transports en commun. Donc, ce n'est pas c'est vraiment une très mauvaise décision d'affaires, là. Et j'entendais aussi la semaine dernière beaucoup d'analystes qui observaient là, cette entente-là qui était annoncée et on disait qu'on avait un peu peur que la Caisse de dépôt perde son indépendance d'une certaine façon. Est-ce que c'est ça qui va se produire? La Caisse de dépôt est mandataire de l'État, mais il y a un mur de feu, là. En anglais, on dit un firewall entre les décisions de la Caisse et le gouvernement, parce qu'on voudrait surtout pas politiser là les activités de la Caisse de dépôt. Là, à ce moment-ci, on va faire un partenariat avec la Caisse de dépôt, mais c'est certain que vous allez avoir des citoyens qui vont vouloir que le gouvernement modifie la tarification ou que modifie certains aspects du projet. Donc, le gouvernement va sûrement être tenté de vouloir politiser, de vouloir s'ingérer dans la gestion de la Caisse de dépôt, et ça serait même très dangereux pour le rendement des épargnants, le rendement des actifs des épargnants. Donc, et parmi les autres dossiers qui retiennent beaucoup votre attention au Syndicat canadien de la fonction publique, il y en a énormément. Ben, partout au Canada, je vous dirais, on fait face à la privatisation dans les hôpitaux, par exemple. Des PPP, là, des partenariats publics-privés, comme on a au CHUM ou au CUSUM. Là, puis bon, le CUSUM, c'est l'histoire, ça a été lié à des histoires de corruption et de collusion, là, notamment avec Monsieur Arthur Porter. Mais on en retrouve aussi en Ontario, on en retrouve en Alberta. En Alberta, ce qu'on retrouve aussi, c'est des écoles en PPP. Imaginez-vous donc. Donc nous, on se bat contre ça un peu partout au Canada. Ici au Québec, on a appris que le PPP de la Maison de Radio-Canada, vous savez, la tour de Radio-Canada ici à Montréal, il y a un PPP et il y avait 3 consortiums à l'origine qui avaient soumissionné, qui voulaient proposer un projet à Radio-Canada. Mais là, il y en a 2 qui se sont retirés et il y en a un seul finalement qui va soumissionner. Donc on privatise sans aucune concurrence. Ben, nous, c'est ce qu'on appelle livrer sur un plateau d'argent des actifs publics au privé. Donc ça c'est un exemple aussi là, contre lequel on va lutter. Dans les municipalités, vous savez qu'il y a beaucoup d'arénas en PPP au Québec. Ça aussi, on se bat contre ça parce que les tarifs augmentent rapidement pour les utilisateurs. On a de la sous-traitance aussi dans le déneigement. On a de la sous-traitance dans la collecte des déchets. On a de la sous-traitance dans les trottoirs. On a entendu parler à la commission Charbonneau. Toutes sortes d'entreprises privées qui font des trottoirs à Montréal. Je vous dirais la majorité, là, il y a aucun problème. Mais ce qu'on a entendu à la commission Charbonneau, c'est qu'il y a des gens qui s'en mettaient plein les poches et qui finançaient des partis politiques. Mais nous, on comprend pas pourquoi des entreprises privées feraient des travaux de trottoir alors que le fonds de commerce là, d'une ville, là, les tâches d'une ville, là, c'est justement de donner ces services publics là. Donc on se bat contre ça à la table de négociation, politiquement. On essaie aussi de faire des campagnes publiques. Bref, on essaie de se battre sur tous les fronts. Mais là, vous parliez souvent de ces villes qui vont faire affaire avec le privé pour faire les rénovations, les réparations, tout ça. Mais la semaine dernière, j'entendais des politiciens, entre autres le maire du Plateau, qui nous parlait de déneigement, un dossier qui a beaucoup fait jaser à Montréal. Et il le disait clairement, si on allait au privé, ça coûterait moins cher que si on avait encore nos cols bleus qui faisaient le travail. Le supposé maire progressiste du Plateau. Et on voit qu'il fait pas beaucoup de recherches avant de lancer des choses comme ça. En fait, vous savez que le déneigement à Montréal, là, il y a beaucoup d'entreprises privées là-dedans. Et puis, l'autre chose, c'est que quand on regarde les statistiques, les indicateurs de gestion de la ville de Montréal, il n'y a pas personne qui serait capable de venir nous montrer que ça coûte moins cher au privé. Au contraire. Et ça, je vous dirais, là, premièrement, c'est un cafouillis total à la ville de Montréal.
je vous mets au défi de demander au maire Ferrandez de venir montrer là, c'est quoi ces indicateurs de gestion pour le déneigement, pour la collecte des déchets, pour l'ensemble de ces services, et de venir les comparer avec d'autres arrondissements où est-ce qu'il y a du public et du privé. Ça, c'est une étude qui est quasi impossible à faire parce que obtenir de l'information de ces arrondissements-là est extrêmement difficile. Si le maire du plateau a du mal à gérer ses services publics, il devrait peut-être se regarder lui-même avant d'accuser ses employés. Donc, moi, c'est ça ma réponse que je donnerais au maire du plateau Mont-Royal. Puis l'autre chose, c'est que du privé, là, présentement, à la ville de Montréal, il y en a beaucoup trop. Avez-vous vu que votre compte de taxes avait diminué? Non. Bien non. Et puis, la privatisation... nous, on a beaucoup de chiffres. On est capable de démontrer que ça coûte pas moins cher. Au contraire. Mais je pense que M. Ferrandez se faisait aussi le porte-parole de l'opposition officielle parce que c'est son titre aussi, en plus d'être maire du plateau. Mais il mentionnait que lorsqu'on allait au privé, ça prenait aussi moins de temps avant que les travaux soient réalisés, surtout pour le déneigement, parce qu'on sait, avec la tempête qu'on a connue récemment, ça a été très, très long pour que le déneigement se fasse. Est-ce que ça aussi, c'est un peu vrai? Écoutez, moi, j'ai jamais vu d'études qui démontrent, le chiffre à l'appui, que la productivité au travail des cols bleus est moindre que celle du privé. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des lois là, sur les heures de conduite qui s'appliquent pour le privé et qui s'appliquent aussi pour le public. Donc, il y a les mêmes paramètres pour les deux types d'employés. Encore une fois, le maire du plateau, il lance beaucoup de choses en l'air, mais il n'y a rien derrière pour appuyer ses dires. Une fois, je lui lance un défi, s'il veut venir nous démontrer statistiquement et qu'il a raison, mais qu'il vienne nous montrer ça ou qu'il le démontre en conseil municipal, et à ce moment-là, on pourra engager un débat avec lui. On va continuer de parler dans cette prochaine heure de ce partenariat public-privé qui se multiplie un peu partout. C'est le cas au Québec, on le constate aussi au Canada, mais ailleurs dans le monde, il y a des exemples qui sont vraiment catastrophiques. On va vous démontrer tout ça avec plusieurs invités. Bougez pas. CIBL. C'est toujours CIBL reçoit d'un côté, mais de l'autre, émission réalisée en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. On poursuit cette conversation au sujet de la privatisation des services publics. On va maintenant s'entretenir avec Pierre J. Hamel, qui lui est professeur-chercheur à l'Institut national de recherche et de sécurité. Bonjour. Bonjour, l'Institut national de recherche scientifique. Et de scientifique, oui, hein, ça serait mieux de dire le bon institut pour ce qui est de Pierre Soucy. Lui, il est président du Conseil provincial des affaires sociales du SCFP. Monsieur Soucy, bonjour. Bonjour. On va tout de suite parler du secteur de la santé parce que quand on regarde ce qui a retenu l'attention pour ce qui est des derniers mois, on a beaucoup parlé du CUSUM. Ça, c'était un PPP qui a causé énormément de problèmes. Bon, je le disais tout à l'heure, il y a un stationnement qui devait être souterrain qui ne l'est pas. On a eu une explosion des coûts. Mais si on regarde dans le passé, pour ce qui est du Syndicat canadien de la fonction publique, Monsieur Soucy, ça fait longtemps que vous vous intéressez à ce sujet-là de la privatisation. Oui, ça fait très longtemps. Ça a commencé dans la région de Québec avec le pavillon Saint-Charles de Limoilou, qui à l'époque, on se souvient, le gouvernement a parti la mode un peu des PPP. À l'époque, on avait le gouvernement Thatcher qui avait commencé à dilapider ses services publics, à vendre ça au privé. Et puis, le gouvernement du Québec avait trouvé que c'était une bonne idée, étant donné que là, on le mettait au privé. Puis, dans les livres, ça paraissait pas trop que des investissements qu'on avait, des gros investissements comme les hôpitaux. Fait qu'il avait trouvé que c'était une bonne façon, dans les livres comptables, là, pas que ça paraisse trop pour faire un hôpital. Fait qu'il avait pris ça... à l'époque, Mme Forgette, elle a dit, on s'en va là-dedans, c'est bon. Fait qu'on avait commencé avec le pavillon Saint-Charles de Limoilou, et puis on avait fait sortir une étude qui avait été quand même gardée secrète, qu'on avait réussi à avoir, là, cette fois-là, c'est drôle un peu, on l'a eu dans une enveloppe brune, et puis ça nous disait de Mallette Maheu que c'était beaucoup plus cher en PPP qu'en traditionnel. Fait qu'on avait fait la bataille, puis on avait gagné, ça avait été fait en traditionnel. Deuxième bataille, l'Hôtel-Dieu de Québec. L'Hôtel-Dieu de Québec, ça avait été annoncé. On refait l'Hôtel-Dieu au complet, puis... en partenariat public-privé, encore une fois là-dedans. Fait qu'on s'est intéressé à ça. On a fait faire une étude par M. Hamel, professeur, parce que nous, quand on parle, souvent les syndicats, on n'est pas écoutés. Fait qu'on dit, on va aller chercher une sommité qui connaît ça, un professeur. Fait que peut-être que le gouvernement va écouter, parce que nous autres, on dit vraiment qu'on fait passer pour des corporatistes là-dedans. Fait qu'on a fait faire une étude, puis enfin, l'étude nous disait que c'était un pari risqué.
Et puis, c'est sûr que quand on fait affaire avec des professeurs d'université, ben ça prend la finalité. Des fois, sur des contrats de 30 ans, on peut pas la voir, la finalité, parce qu'il faut attendre 30 ans. Puis là, nous autres, on était au départ du processus. Fait que ça finissait que c'était un pari risqué. Fait qu'on a embarqué là-dedans, puis bon, ben il y en a pas eu en fin de compte. Le pavillon de l'Hôtel-Dieu de Québec, ça s'est pas réalisé. Ça devait être prêt en 2017. On est en 2015, il n'y a jamais rien eu qui a été fait. Maintenant, le projet a été abandonné. Je me suis même fait dire que bon, ben c'est ça, le syndicat canadien, vous avez embarqué dans ce dossier-là, puis voyez-vous, garde, vous auriez dû rester tranquille, vous avez rien eu, le projet a pas abouti. Fait que bon, écoutez, quand que je regarde celui-là du CHUM puis du CUSUM, ben, je suis peut-être content un peu que ça ait pas abouti non plus, parce qu'on voit que c'est un fiasco. On parle maintenant, là, aujourd'hui, de 4 milliards de dépassement de coûts. On s'entend que 4 milliards, c'est beaucoup d'argent quand on a un gouvernement qui gratte les fonds de tiroir, là, puis qui dit que ses employés, c'est des gradures. Ben, 4 milliards, on sait pas ce qui est allé. J'ai écouté les nouvelles hier, M. Porter va être extradé. Je suis pas sûr qu'il va remettre l'argent qu'il nous a volé. En tout cas, ça va être à suivre. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous aviez mandaté M. Hamel en 2008 pour regarder de plus près ce dossier-là. Qu'est-ce que vous aviez trouvé dans vos études? Un des trucs qui était ressorti de façon assez claire chez des chercheurs britanniques, c'est qu'un hôpital, il faut que ça soit un outil qui soit conçu pour un maximum d'adaptabilité. Parce que il y a une chose, on connaît pas l'avenir, hein, mais sur 30 ans, sur 40 ans, il y a une chose dont on est absolument certain, c'est que l'hôpital va changer, les soins de santé, ça va changer, ça va évoluer dans quel sens? On le sait pas, mais ça va bouger. Ça, c'est certain. Et dans un donc les Britanniques, ils disent, il faut que ton hôpital soit capable de bouger de tous les bords, de tous les côtés, que tu changes les étages, que tu tasses des murs, tout ce que tu veux. Et dans un PPP, justement, c'est présenté à la fois comme une garantie, hein, c'est que tout va se faire comme c'est prévu au contrat. Ça, c'est présenté comme une garantie. Mais en même temps, c'est une méchante contrainte, parce que si tu n'avais pas prévu au contrat un changement qui va survenir dans 20 ans, puis personne n'aurait pu le deviner, ben là, tu vas payer, et tu vas payer très cher, parce que, bon... Et on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, mais on sait que ça va se passer. Autrement dit, le PPP nous garantit que, mettons, un hôpital qui va ouvrir, mettons, en 2015, va être aussi bon en 2045 qu'en 2015. Oui, mais sauf qu'en 2045, là, il y a personne qui va vouloir d'un hôpital pensé en 2010 puis fini de construire en 2015. Personne. Mm-hmm. Dans 2045, ça va être autre chose, on ne sait pas quoi. Sauf qu'un PPP nous contraint et puis finalement, ça hypothèque l'avenir. Hein, ça nous limite sérieusement. Et pourtant, lorsqu'on regarde de l'autre côté de l'océan, il y en a eu des ratés. Comment ça se fait qu'on n'a pas regardé ce qui s'était fait? On n'a pas pris quelques leçons, là? C'est pas parce qu'il y a il y a eu des ratés, il y a eu des hôpitaux beaucoup d'hôpitaux qui se sont ouverts, puis des hôpitaux généraux, puis qui roulent relativement bien. Je veux dire, tu sais, quand on voit, il y a beaucoup d'hôpitaux britanniques qui avaient été construits, ça remontait quasiment à la reine Victoria, puis bon, là, on leur disait, vous allez tomber dans un hôpital neuf, puis tu te promènes, que tu veux, puis ça sent le neuf, puis c'est beau, puis c'est propre, puis il y a des belles couleurs, puis bon. Alors, le monde était plutôt heureux de changer dans plusieurs cas. Et puis, c'est ça. Il y en a qui marchent relativement bien. Mais quand on suit ça d'aplomb, là, c'est rare les histoires d'amour total. Quand c'est pas les stationnements, c'est d'autres choses. Et puis, il y a beaucoup... Plus ton hôpital est spécialisé, plus ton hôpital est gros, on dirait qu'il y a une accumulation de problèmes, mais toutes sortes de petits problèmes niaiseux, puis moins niaiseux, puis qui en viennent à handicaper le fonctionnement de l'hôpital. Même entendu récemment un médecin qui disait qu'il avait été obligé de ne pas adopter un protocole de soins parce que il pouvait pas avoir une salle de repos
il voulait faire passer un examen aux gens, puis après ça, les mettre dans une salle de repos. Il fallait que cette salle de repos-là ait une fenêtre pour que l'infirmière puisse revoir les gens pour être sûr qu'ils sont pas en train de défuntiser. Mais étant donné que ça coûtait trop cher pour faire cette salle-là, il a été obligé de passer par-dessus cette possibilité-là d'avoir un nouveau... Et là, c'est un hôpital, dans le cas de que je vous parle, c'est un hôpital français tout neuf, là. Qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans? Et de quoi ils vont devoir se priver? C'est assez incroyable. Pour nos auditeurs qui comprennent pas trop comment ça fonctionne, là, un partenariat public-privé, comment ça se fait qu'on puisse charger aussi cher? Là, vous parliez d'une fenêtre. Des fois, on parle d'ampoules là, qui coûtent une fortune à changer. C'est comme si tu étais locataire, finalement. Mais c'est comme si t'es un curieux de locataire. T'es un locataire qui non seulement qui endosse l'hypothèque de ton propriétaire, mais dans le fond, tu y payes son hypothèque. Puis tu mets tes locataires. Alors, t'es pas propriétaire des murs. C'est lui qui est propriétaire des murs pendant 30 ans, puis il te loue la maison dont t'es propriétaire. C'est quand même pas mal, hein? Et puis là, si tu veux changer effectivement une ampoule, tu veux poser un panneau d'affichage, mais là, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire parce que ça peut abîmer le mur, puis c'est lui qui est responsable du mur, donc faut que tu lui demandes. Et puis là, il vient prendre les mesures, puis il finit par venir te poser le mur. Là. On disait en blague là, que ça prend 3 cols bleus pour changer une ampoule. Là, oui. Un qui tient l'ampoule, puis 2 qui tournent l'échelle. En PPP, ça prend 3 personnes. Ça coûte beaucoup plus cher. Il y a un col bleu pour changer l'ampoule, c'est en masse. Sauf que ça prend 2 avocats. Un de chaque côté qui va décider qui va payer le col bleu. Ça coûte cher un PPP. Hein. C'est une chose dont on est certain, ça coûte plus cher. Et le problème, c'est que l'État est locataire et pour ce qui est de l'entreprise privée, on a le monopole. On peut faire ce qu'on veut, finalement. Et c'est pire que ça, c'est que tu sais pas exactement... Quand on dit que c'est l'entreprise privée qui est propriétaire, on ne sait pas c'est qui l'entreprise privée parce que on peut signer, on peut donner la construction à un consortium qui va être dirigé par SNC Lavalin. Sauf que dans 5 ans, dans 10 ans, pour Dieu, c'est quoi? SNC Lavalin va dire, regarde, là, c'est moins intéressant pour moi. Je décide de vendre à un Australien. Puis l'Australien ça devient le chef du consortium, mettons, qui gère le CHUM. Et puis l'Australien qui dit, regarde, je vais vendre à des Chinois. Puis finalement, tu as des fonds. Tu ne sais pas. Tout ce que tu sais, c'est que tu as un contrat. Mais derrière toi, là, derrière ce contrat-là, l'entreprise privée a pas de nom, a pas de visage. C'est un contrat. C'est pas important de savoir qui est-ce qui est l'entreprise privée derrière. C'est pas important. Viac, oui, c'est pas mal important, hein. Sauf que c'est ça, la logique d'un PPP fait que t'es limité, t'es contraint par un contrat pour une très longue période de temps. Dans n'importe quelle autre circonstance, si t'es pas content du service que tu reçois, après 3 ans ou après 5 ans ou plus tard, tu rebrasses les cartes. Tu refais un autre appel d'offres. Tu changes de joueur. Là, avec un PPP, là, t'es pris avec le même contrat. Puis tu choisis pas quelle entreprise va te fournir le contrat. Ça peut être un voleur, ça s'est vu, hein. La ville d'Hamilton, ils se sont ramassés à un moment donné avec, pour s'occuper du traitement des eaux, ils se sont ramassés avec une filiale de Enron. Enron, pour vous vous en souvenez, vous avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. C'est une entreprise américaine qui a déclaré, ça a été une des plus belles faillites de l'histoire mondiale. C'est un truc génial. C'est un genre de super scénario à la Ponzi, là, tu sais, où ce que tu payes les nouveaux avec l'argent des anciens. Puis, alors, eux autres, ils calculaient, ils mettaient les dettes dans une filiale qui était débranchée du Grand Enron. Ils capitalisaient les revenus à venir. Bref, c'était un frame-up, comme on dit en latin, total du début à la fin. Puis ça a été reconnu comme des très grands bandits. La firme de comptables qui les évaluait a dû changer de nom, hein, a disparu. Et la ville d'Hamilton s'est ramassée à un moment donné avec Enron, qui avait racheté le contrat. Fait que tu ne sais pas qui est-ce qui va être derrière le CHUM, le CUSUM demain matin. Heureusement, Québec, ils ont pas ça, pour l'instant. Mm-hmm. Mais sans blague, là, au CHUM, là, dans 5 ans, on ne sait pas qui va être l'entreprise privée qui va gérer le contrat. Personne ne le sait. Même ceux qui sont en place. Parce que dans 4 ans, ils vont peut-être dire, sais-tu, finalement, on vend, puis on change, puis...
Je regardais pour le CUSUM, je faisais quelques recherches et on dit que c'est le plus important scandale de corruption au Canada. Pour ce qui est du syndicat canadien de la fonction publique, est-ce que vous l'aviez vu venir, celle-là? Bonne question. Les corrompus, il y en avait partout, là, mais écoutez, ce qu'on savait quand on a commencé à regarder ça, c'est que c'était excessivement compliqué d'avoir de l'information. Et quand on a eu l'information des contrats, parce qu'on a demandé d'avoir les contrats, c'était biffé, quasiment des pages entières. Je vous dirais que ça coûte aussi cher un partenariat public-privé en avocat, là, c'est l'équivalent de la firme d'architecture, pour vous dire, là, parce que c'est très opaque, c'est très difficile d'aller avoir des réponses à nos questions. Puis il se passe la balle. Souvent, ça va être 4-5 constructeurs ou 4-5 entreprises, puis bon, ben c'est pas moi, c'est lui, puis un poursuit l'autre, puis l'autre il met la poursuite sur l'autre, puis toi t'es tout seul à payer de l'autre côté pour savoir la vérité ou les poursuivre en cours. Fait que tu t'essouffles là, financièrement parce que tu fais affaire avec des compagnies excessivement grosses. Là, on parle, c'est des multinationales. Heureusement, ça l'a tombé un peu en 2008 à cause que le contexte économique a fait que les taux d'intérêt ont monté un peu, puis ces grosses compagnies-là, ils se financent sur le marché public. Puis quand ça a monté, là, les taux d'intérêt étaient plus hauts. Mais on savait en partant, nous autres, que ça coûtait plus cher juste avec le taux d'intérêt. Parce que le gouvernement du Québec, quand il emprunte, lui, il y a des taux préférentiels à 2% là, du plus bas des gens partants. Fait qu'on sauve 2% là, quand on est gestionnaire de toutes nos affaires. Fait que là, on savait qu'il y avait un 2%. Mais là, on s'est mis à gratter, puis oups, un petit extra là, puis oups, un petit extra là, puis oups, la compagnie, puis oups. Puis quand on a essayé là de voir, puis c'est pour ça qu'on a fait faire des études, là, parce qu'on voulait aller encore plus loin, on s'est aperçu que il y avait anguille sous roche. Là. Bon, là, à partir de là, on n'est pas vraiment surpris qu'il s'est passé des choses là à Montréal parce que c'est excessivement gros là avec Monsieur Porter puis ainsi de suite là, puis on a appris hier qu'il va être de retour au Canada et d'après moi il va avoir une peine minime par rapport à ce qu'il a volé, mais ça va être à suivre. Pour ce qui est des politiciens, Monsieur Hamel, pourquoi est-ce si intéressant de faire ce partenariat public-privé? Pourquoi le politique veut absolument en faire? Les Britanniques, au départ, puis pour certains c'est encore le cas, c'est que l'avantage d'un PPP leur permettait d'avoir un nouvel hôpital ou de rénover le métro, mettons, sans que le gouvernement ait à contracter un emprunt formellement. Donc, ça apparaissait pas à la dette officielle. Mais bon, ça, c'est du niaisage, là. Je veux dire, n'importe quel gérant de caisse populaire, va vous dire, si t'as endossé ton beau-frère, là, c'est comme si t'avais fait l'emprunt toi-même. Puis on considère que ton beau-frère va peut-être faire faillite, donc tu vas être tenu responsable de ça. Le gros scandale qu'il y a eu à l'UQAM, vous savez, avec l'îlot voyageur, c'est exactement ça. C'est une firme de notation qui a dit l'UQAM a pas emprunté pour faire le boulot, ils se sont engagés dans un PPP, mais nous autres, on considère que c'est pareil. Et là, l'agence de notation a dit si on ajoute les engagements envers pour l'îlot voyageur à la dette, on considère que la dette est trop élevée, donc nous autres, on décote l'UQAM. Alors, voyez, souvent, l'intérêt des politiciens, c'était ça. L'intérêt de politiciens municipaux au Québec, ça, c'est peut-être intéressant. Il y a des politiciens municipaux qui sont mis à faire ça. Pourquoi? Parce que ça permettait de contourner la protection dont bénéficient les contribuables. Quand une municipalité veut faire un investissement qui nécessite un emprunt, la municipalité doit ouvrir des livres. Et là, si vous êtes éventuellement contribuable, si vous allez devoir rembourser, vous pouvez aller vous opposer. Donc, la municipalité doit ouvrir les registres. S'il y a plus que 30% des gens qui vont signer le registre, la municipalité doit soit retirer son règlement d'emprunt, soit aller en référendum. Il y a des municipalités québécoises qui se sont servis des PPP exactement là-dessus pour contourner, pour empêcher que les gens réclament un référendum. On va justement en parler du secteur municipal en deuxième partie d'émission. Monsieur Pierre-J. Hamel, merci beaucoup d'être venu faire un tour en studio. On avait aussi autour de la table Pierre Soucy. Restez là. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec Guillaume Hébert, qui, lui, est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
CIBL 101.5, Animé Montréal. Si vous venez tout juste d'ouvrir la radio, c'est d'un côté, mais de l'autre, émission réalisée en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Une fois par mois, on se retrouve, on parle d'un sujet et pour ce qui est du thème de cette première émission de 2015, on s'attarde à la privatisation des services publics. On veut parler de ces partenariats publics-privés. On en a beaucoup parlé en 2014, entre autres pour ce qui est du CUSUM. Ça fait assez scandale parce qu'on a eu des dépassements de coûts qui étaient énormes. Et encore une fois, on parle des payeurs de taxes qui vont être obligés de payer ça. Il y a eu beaucoup de corruption, de collusion dans ce dossier. On a parlé aussi du CHUM. Mais lorsqu'on regarde plus en détail ce qui a été dit, en octobre dernier, on a l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui s'est penché sur la question. En fait, on a voulu savoir si ce serait une possibilité de racheter ces PPP du CUSUM et du CHUM. C'est le chercheur Guillaume Hébert et un de ses collègues qui ont regardé plus en détail ce qui s'était fait à l'étranger. Et ensuite, on a vraiment abordé la question de ces PPP qui touchent le CUSUM et le CHUM. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Monsieur Hébert en studio. Bonjour. Bonjour. On voulait en savoir un peu plus. Vous avez vraiment regardé très en détail tout ce qui s'était fait à l'étranger et vous avez aussi comparé avec ce qui se passait au Québec. Est-ce que ce serait possible un rachat pour ce qui est du CUSUM ou du CHUM? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait bénéfique pour le Québec? Voilà, exactement. C'était l'objectif qu'on s'était donné. On avait remarqué qu'il y a eu plusieurs cas de rachat de PPP en Europe, en Angleterre en particulier, mais pas seulement en France. Il y a des cas qui ont été mentionnés plus tôt dans l'émission. Donc, on s'est dit, est-ce que ça vaudrait pas la peine de faire les calculs, de voir si on est capable d'avoir des estimations de ce que ça pourrait coûter ici de mettre fin au PPP pour les deux CHU universitaires. Et ça coûterait combien? C'est difficile à dire, hein? Ça nous donne une grande fourchette, des assez grands chiffres, un grand écart sur les possibilités. Ce qu'on a remarqué d'abord, peut-être le chiffre qui va le plus surprendre, c'est jusqu'à 4 milliards d'économies. Hein. Donc c'est celui qu'on a mis de l'avant pour dire à quel point ça peut être gros. 4 milliards d'économies, c'est basé sur des estimations qui sont assez conservatrices. Tout ce qu'on a fait, donc, étant donné qu'on était beaucoup à l'aveuglette, on était beaucoup dans l'obscurité parce que les contrats en PPP sont extrêmement opaques. Donc, il faut essayer de se baser sur des choses qu'on a vues à l'étranger, y aller un peu là à tâtons. Et donc, on parvient malgré tout à des possibilités d'économies qui sont justement là, qui peuvent se compter en milliards. Ça pourrait être plus bas, évidemment. Ça pourrait être quelques centaines de millions de dollars aussi, mais en fait, peu importe les scénarios qu'on a dressés, on avait des économies, mis à part quelques exceptions où là on aurait eu où ça serait pas rentable d'un point de vue financier. Là, on pourrait parler de tout plein de risques qui existent avec le simple fait de maintenir une formule en PPP, mais mis à part certaines exceptions, là, ça s'avérait de très avantageux. Vous le disiez, ces contrats-là sont tellement complexes. Comment ça peut fonctionner lorsqu'on veut faire ce rachat? Il y a différentes façons d'y arriver. Hein. Dans certains cas, ça doit être une négociation avec les partenaires privés. Donc, il peut y avoir des conjonctures qui permettent, par exemple, un partenaire privé qui aurait besoin de liquidité à un certain moment. Donc, on intervient à ce moment-là et on essaie de trouver là une entente qui convienne aux deux partenaires. Donc, dans ce cas, c'est le consortium là, privé et l'État. Dans d'autres cas, il y a des clauses qui existent dans les contrats, des clauses qui sont là pour ça, qui permettent une sortie des ententes en PPP. Donc, on l'a vu dans certains cas en Angleterre. Donc, à ce moment-là, si on a simplement à se prévaloir de clauses qui sont écrites, qui existent déjà. Donc, est-ce qu'elles existent, ces clauses-là, dans le cas des CHU de Montréal? Bien, évidemment, on ne le sait pas. On sait à peu près rien. Est-ce qu'on a des clauses qui seraient absolument abusives? Hein? C'est là-dessus qu'on a essayé d'interpeller un peu le gouvernement. Ce que notre institut de recherche habituellement fait pas. Habituellement, on va pas interpeller directement le gouvernement, on laisse à d'autres le soin de le faire. Et pourquoi vous l'avez fait dans ce cas-là? Parce que le niveau d'opacité était tellement grand
qu'on a considéré que sur un point comme celui-là, ces ententes de contrats qui sont aussi gros pour des réalisations qui sont assez importantes. Hein. Les deux CHU universitaires de Montréal, c'est pas rien comme construction là dans le cadre de la société québécoise et tout. Donc, c'est pas normal qu'on n'en sache pas davantage et on s'est dit que s'il y a un cas, en fait, quand on s'est dit il y a peut-être un cas dans lequel ça serait défavorable de sortir des PPP, c'est si on a mis des clauses absolument abusives dans les contrats. Et s'il y a des clauses qui sont effectivement aussi abusives dans les contrats, ben on veut le savoir. Tout le monde devrait savoir qu'ils existent. Et après ça, on va falloir se demander qui a laissé ces clauses se glisser à cet endroit-là. Donc on a dit est-ce qu'au moins on peut être rassuré sur le fait qu'il existe des clauses de sortie et quelles sont les modalités éventuelles de ça. Vous êtes penché aussi sur d'autres dossiers qui s'étaient déroulés à l'étranger. Est-ce qu'on a vu des dossiers similaires à ce qu'on a connu ici pour le CUSUM, par exemple, d'aussi gros scandales? Il y a eu toutes sortes de scandales. Des cas donc oui, il y a eu des scandales d'une part, il y a eu de l'autre côté des rachats. Rien n'est exactement la même chose que ce qu'on a vu ici en termes d'ampleur. C'est là d'ailleurs, c'est peut-être le principal réserve là où la faiblesse de notre étude, c'est que quand même ce qui se passe en Amérique du Nord, au Québec, peut pas être complètement pareil non plus de ce qui se passe en Europe. Hein. C'est peut-être la principale réserve là, qu'il faut faire. Pour le reste, oui, on a vu des cas de rachat. Il y a des cas de rachat qui semblent se multiplier. C'est ça l'affaire. C'est qu'on voit de plus en plus, et M. Hamel plutôt, qui est certainement la plus grande référence au Québec en termes de PPP, en a énuméré quelques-uns. On voit des cas qui sont de plus en plus fréquents qui sont appelés, en tout cas, tout semble indiquer qu'on risque d'avoir de plus en plus de sorties de ces PPP-là. Donc, ça devenait urgent de notre point de vue qu'on aborde l'idée, hein, parce qu'on n'avait pas parlé beaucoup dans l'espace public de cette idée-là, le principe sur lequel on pourrait peut-être en sortir. Il y a eu des grands débats à savoir est-ce qu'on devrait utiliser le PPP ou pas, plutôt que le mode conventionnel, mais une fois qu'on s'est engagé dedans, peu de gens ont évoqué la possibilité qu'on s'en ressorte. Donc, c'était une nécessité, de notre point de vue, dans le débat de société, qu'on sache et qu'on considère le fait que certains l'ont fait ce pas-là en Europe présentement. Et tout porte à croire que pour le moment, le rachat du CUSUM ou du CHUM, ça se fera pas tout de suite, là. Non, évidemment, c'est pas mentionné. En fait, ce qui pourrait avoir un impact, c'est le moment où on va apprendre les paiements unitaires. Hein. Donc, c'est le principe du PPP. On considère que le maître d'œuvre dans le dossier, qui est le partenaire privé, on lui verse toutes les années une espèce de l'équivalent d'une espèce de loyer, hein, dans le fond, pour l'utilisation des installations. Et donc, c'est ce qu'on appelle le paiement unitaire. Le paiement unitaire, on sait toujours pas il est de combien. C'est un peu pour ça aussi qu'on a interpellé le gouvernement, parce qu'on a essayé de faire des demandes d'accès, on a essayé de parler à des gens, des fonctionnaires, pour savoir... Et toujours, il y a eu un refus. Combien... Oui, effectivement. Même en fait, il y a eu plutôt... on a des gens qui ont été plutôt collaboratifs au départ et à un moment donné, il y a comme un rideau qui est tombé, qui s'est fermé. On n'a plus du tout eu d'informations. On a même un avocat c'était du CUSUM, c'est du CHUM, CUSUM, faudrait que je vérifie là, mais on a un avocat qui s'est carrément excusé là au nom de son institution en nous disant, écoutez, en tant que citoyen, je m'excuse de pas pouvoir vous transmettre l'information, mais je l'ai pas. Donc, ça nous apparaissait un peu bizarre tout ça. Donc, est-ce que c'est aussi difficile d'avoir l'information parce que justement ça pourrait avoir un impact dans le débat de société? Ceci, c'est des spéculations. Mais ce qui est sûr, par exemple, c'est qu'à partir du moment que l'État va commencer à faire ces paiements-là, et dans le CUSUM, ils doivent être sur le point de se faire s'ils ne sont pas déjà faits, étant donné que l'installation, en théorie, elle a été livrée maintenant. Quand les paiements unitaires vont commencer, mais en théorie, ils doivent être dévoilés, ils doivent être connus publiquement. Donc, à ce moment-là, on devrait avoir une idée de combien est-ce que l'État s'engage à payer comme ça sur une base annuelle, des montants qui habituellement peuvent être très élevés. On a beaucoup parlé la semaine dernière de cette entente qui a été annoncée entre la Caisse de dépôt et le gouvernement Couillard. On en a parlé au début de l'émission avec l'économiste du Syndicat canadien de la fonction publique, Pierre-Guy Sylvestre. Du côté de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, que pensez-vous de cette entente annoncée?
Notre première réaction était évidemment de mettre en garde contre les possibilités là, d'accroissement du privé, même de voir, disons, des investisseurs privés jouer un rôle qui est peu joué présentement là au Québec dans les services publics. Donc, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des investisseurs privés là qui finissent par racheter par exemple, si on bâtit un train avec à travers ce nouveau mécanisme, si on veut, cette nouvelle procédure, est-ce qu'on pourrait avoir des investisseurs privés qui éventuellement viennent racheter des parts dans ces projets-là à la Caisse de dépôt et de placement? Parce que c'est une possibilité, c'est une chose qui a été évoquée dans les documents qui ont été émis là, par la Caisse de dépôt et de placement. C'était rien encore de très détaillé, hein, ce qu'on a vu, donc c'est une possibilité. C'est pas à la base, c'est pas absolument il peut avoir des impacts intéressants au fait qu'on mette comme ça à contribution la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans le développement économique du Québec. Comment ça pourrait être positif selon vous? En fait, c'est qu'il y a 2 mandats à cette Caisse de dépôt et de placement, 2 mandats qui l'ont presque mis on est quasiment une approche quasiment schizophrénique là par moment, parce qu'on a des caisses de dépôt de placement, oui, ça va être pour le fameux Bodland là, des Québécois, pour gérer les retraites des Québécois, etc., mais c'est aussi, son autre mandat, c'est le développement économique du Québec, ce qui est évidemment inhabituel pour une organisation, un organisme qui doit gérer comme ça des pensions. On ne va pas lui demander d'être en charge du développement d'une société. Pourtant, la caisse de dépôt de placement, c'est aussi ça. Donc, dans la mesure où il existe aussi cet autre mandat de la Caisse de dépôt, c'est pas absolument comme loufoque que de se dire, il va y avoir des fonds qui vont être mis à contribution d'idées, de choses qui peuvent se faire au Québec. Donc, il y a une base à ce niveau-là qui pourrait amener de l'eau au moulin à certains projets. Si c'était des projets de transport en commun, si c'était des projets qui contribuaient à, disons, une espèce d'adaptation écologique des infrastructures québécoises à tous les niveaux, il pourrait y avoir des idées intéressantes qui en émergent. Malheureusement, la tendance n'est 10, 20, 30, 40 dernières années, c'est de voir, au contraire, disons, des autorités publiques, des politiciens qui cherchent toutes les façons possibles et imaginables de confier un rôle grandissant au privé, à mettre même l'État souvent au service du privé. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il faut d'abord et avant tout rester vigilant avec Et c'est pas aussi un manque de vision à long terme? On a l'impression que pour eux, c'est très attrayant d'y aller de ces ententes-là, parce que à court terme, c'est pas beaucoup d'argent qui est dépensé par le gouvernement. Le privé s'en occupe. À court terme, ça donne l'impression qu'on va pas fouiller dans les poches pour ce qui est de ces ententes, de ces partenariats publics-privés. Mais à long terme, finalement, il y a tellement de dépenses. C'est comme si on voulait comme rester dans le moment trop présent. On pense pas à long terme tout l'intérêt qu'il y aura à payer relié à ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation présentement. Ça, c'est certain, c'est pas encore clair. Une des choses qui moi m'interpelle beaucoup, est-ce que c'est parce que on a l'impression que la formule du PPP présentement a autant de plomb dans l'aile? Est-ce qu'on s'imagine de continuer dans la même voie, mais en faisant une espèce de grand détour comme ça par des espèces d'investisseurs qui viendraient s'ajouter là ou qui passeraient par la Caisse des dépôts et de placement? Il y a un flou, il y a beaucoup de détails qu'on n'a pas encore sur le modus operandi de tout ça. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a une nouveauté qu'on n'a pas fini d'étudier, qui va être importante, parce qu'on parle de beaucoup d'argent, on parle d'institutions importantes pour le Québec. Et voilà, c'est ça. Il va y avoir une vigilance à garder, ça c'est clair. Et on compte sur vous pour regarder de plus près ces dossiers. Merci beaucoup, Guillaume Hébert. Il est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci. Merci à vous.
dernier segment pour cette émission d'un côté, mais de l'autre. On voulait parler avec des gens du Syndicat canadien de la fonction publique qui travaillent soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu municipal, parce que là aussi, la privatisation, parfois, ça peut être compliqué. Avec nous en studio pour conclure l'émission, on a Pierre Degré qui, lui, est président du Conseil provincial du soutien scolaire du SCFP. Bonjour. Bonjour. Et il y a aussi Pierre Gloutenay qui, lui, est le président du Conseil provincial du secteur municipal du SCFP. Monsieur Gloutenay, bonjour. Bonjour, c'est presque vrai, c'est Patrick Gloutenay. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Pierre. Pierre, c'est qu'on a eu tellement de Pierre à l'émission en début de show. On a eu beaucoup. C'est pas grave. Je vais vous appeler Patrick, c'est clair. Monsieur Gloutenay, justement, commençons avec vous. On a parlé tout à l'heure avec Monsieur Hamel du secteur municipal, beaucoup de villes québécoises qui voulaient maintenant utiliser ces partenariats pour créer parfois des centres sportifs, parfois des centres récréatifs. Vous, dans votre travail, vous en avez vu là, des cas comme ça où on a décidé d'y aller avec le privé et ça a coûté cher. Effectivement, c'est un fléau qu'on vit dans le secteur municipal depuis plusieurs années. Il y a une recrudescence de construction en PPP, surtout pour les centres sportifs, les centres culturels. Ça coûte extrêmement cher aux municipalités. Parce que, écoutez, si on prend un exemple, un moyenne, là, parce que j'ai fait un peu de recherche et puis les recherches me mènent à constater que en moyenne, on parle de millions de dollars en loyer annuellement pour les municipalités. Et lorsqu'on multiplie ça par le nombre d'années sur le loyer, ça, on parle de 25 ans, 30 ans, et même dans mes recherches, on a actuellement, j'ai sous les yeux, là, à Ancienne-Lorette, on avait proposé un bail de 40 ans. Et c'est long, 40 ans. C'est extrêmement long et on n'a qu'à penser qu'au coût que ça va engendrer. Et par la suite, la problématique, c'est que dans les situations où on vit ce genre d'événement-là, ce genre de... Il arrive quoi au bâtiment? On est responsable de l'entretien. On a eu un exemple flagrant il y a quelques années à Sherbrooke où les contribuables de la ville de Sherbrooke, parce que dans une entente avec dans le centre sportif, le toit avait été mal conçu. Donc, la ville de Sherbrooke a dû financer les réparations à hauteur de 2 millions de dollars. Ils ne sont même pas propriétaires du bâtiment. Donc, c'est un peu insensé là, de faire payer ces travaux. Ben oui, et d'autant plus, comme M. Hamel a mentionné tantôt, on paye pendant 30 ans. On paye même pas nos maisons pendant 30 ans. Mm-hmm. Et là, on est simplement locataire. Et la problématique, c'est que dans 30 ans, dans quel état qu'on va récupérer le bâtiment? Oui, et vous aviez aussi l'exemple de Repentigny parce que vous travaillez dans ce coin-là. Oui, effectivement. Là aussi, il y a eu quelques petits problèmes. Écoutez, oui, on n'a pas eu nécessairement de problème. C'est que l'aberration est au niveau du prix du loyer. Parce que quand on regarde, moi, si je prends ma municipalité, la municipalité paye au-delà de 100 000 $ de loyer par mois. S'occupe des réparations, s'occupe de l'entretien du bâtiment. Fait qu'on revient... Vous parlez du bâtiment? Du bâtiment, le centre sportif Gilles Tremblay, qui est un très beau centre. Mais en même temps, une des raisons aussi que les municipalités vont vers ce genre de situation-là, c'est que c'est un peu pour contourner les lois. Parce que si on regarde dans le dépôt, dans le mémoire qu'on a déposé à la commission Charbonneau, on fait plusieurs recommandations et on arrive à la conclusion qu'il y a un manque de transparence dans ce genre d'évaluation de contrat-là. Donc, c'est extrêmement difficile. Souvent, il y a des municipalités qui vont faire affaire avec des OSBL, des organismes sans but lucratif. Donc, et en même temps, ce que ça fait, c'est que il y a toujours des petits caractères qu'on n'est jamais capable de trouver dans les contrats, ce qui aussi nuit à l'accès à l'information, parce que faut pas oublier que dans l'ensemble des municipalités, c'est l'argent des contribuables. Mm-hmm. Et comme M. Hamel a mentionné aussi, ça évite les municipalités à ouvrir le registre et à faire des référendums. Dans plusieurs dossiers qu'on a au SCFP, si je regarde la ville de Lévis à Saint-Romuald, les Codes bleus de Lévis ont réussi à faire échouer parce que la ville n'a pas voulu faire de référendum, parce qu'un référendum, on le sait, ça coûte des sous. Mais à quelque part, nous, on pense que on est sur la bonne voie. On travaille extrêmement fort pour empêcher l'avènement des PPP. Et regardez, lorsqu'on paye pendant 30 ans, je suis pas un mathématicien, je suis pas un économiste, mais on sait quand même compter, là. 1 million et plus par année, fois 30 ans, 25 ans, si on devient propriétaire des bâtiments, ça peut nous faire des très beaux bâtiments.
Monsieur Degré, pour ce qui est du milieu scolaire, expliquez-moi où ça cause problème pour vous. C'est que nous, à travers la province, le FCFP, on a 15 sections locales à travers la province, puis on s'est questionné, on se questionne depuis quelques années, le pourquoi du comment, qu'on a 7 commissions scolaires à travers la province qui font appel au travail au forfait. Alors, on a fait une étude avec une de mes compagnes, une de mes collègues de l'Abitibi-Témiscamingue, Chantal Lémon. On a travaillé un dossier sur la sous-traitance et on s'est aperçu que les 4 commissions scolaires d'Abitibi faisaient affaire à la sous-traitance. Alors, on s'est dit, c'est plus en région que les commissions scolaires font affaire à sous-traitance. Et on a commencé à faire des sondages, puis on s'est aperçu que à travers la province, 22% des commissions des établissements étaient à forfait. Mais donc 4 commissions scolaires utilisaient en Abitibi, la sous-traitance, ainsi que dans le coin de Québec aussi, la capitale et Port-Neuf, où ils font affaire avec la sous-traitance. Alors, nous autres, comme employés de l'État, on se considère aussi comme des payeurs de taxes puis d'impôts, puis on s'est dit ça coûte 2 fois plus cher. On a fait la démonstration à certains employeurs, puis même à ça, ils ont continué à s'entêter à continuer d'aller à la sous-traitance. Alors, comme qu'on sait, avec toute la commission Charbonneau, tous les contrats qui se donnent, on n'est pas je suis pas en train de dire non plus que de la corruption, puis de la collusion à travers les commissions scolaires, mais quand même, on peut avoir quand même un doute que peut-être à certaines places, il pourrait y en avoir. Anyway, on le sait que le travail à forfait favorise quand même la possibilité d'avoir de la corruption, de la collusion à travers... Quand vous parlez de sous-traitance, vous voulez dire quel genre de services qui sont... Bon, c'est plus pas nous. La seule sous-traitance qui se fait, c'est plus au niveau des ouvriers d'entretien et aussi au niveau des ouvriers spécialisés, c'est-à-dire les plombiers et électriciens. On a un gros problème à ce niveau-là, au niveau de la rétention et de l'attraction des ouvriers spécialisés, car le salaire est très, très ridicule si on le compare avec les gens des municipalités ou de la construction. Alors, ce qui fait que on a au niveau des ressources matérielles des commissions scolaires, il y a un budget immobilisation qui est consacré seulement aux ouvriers spécialisés à la sous-traitance. Alors, ils vont faire beaucoup de sous-traitance à ce niveau-là. Il y a des centaines de milliers de dollars qui sont dépensés annuellement là, dans toutes les commissions scolaires à ce niveau-là. Vous avez pu faire des comparaisons entre des écoles qui n'avaient pas recours à la sous-traitance et d'autres qui avaient recours à ce service-là. Il y avait vraiment une grosse différence de prix? Oui, on a demandé via l'accès à l'information des contrats qui a été donnés à certaines firmes privées, puis on a comparé avec nos concierges dans les établissements, et puis oui, il y avait quand même une forte différence. On a soumis ça à l'employeur, mais il s'est entêté quand même. C'est là qu'on... Il n'y avait pas d'ouverture. Il n'y avait pas d'ouverture, puis c'est là qu'on a commencé à se douter s'il y a un problème. Pourquoi ça marche dans 88% des cas, puis dans 22% des cas, ils veulent pas le faire. On s'est posé des questions, c'est là qu'on a commencé à travailler sur ce dossier-là, puis on va pousser encore les années à venir s'il faut, mais on va mettre l'emphase là-dessus, c'est, je pense, très important, puis pour nos poches aussi, puis à tous les citoyens, c'est notre argent que les commissions scolaires ont dans les mains, puis faut qu'il la dépense à bonne escient. Et déjà qu'on sait que dans les écoles du Québec, on essaie de trouver le plus de sous possible, c'est jamais simple pour ce qui est des services qui sont offerts aux élèves. On veut leur donner, bien sûr, la meilleure éducation possible. Alors, quand on sait qu'on pourrait réduire ses coûts dans certaines commissions scolaires pour ce qui est des frais qui sont payés pour l'entretien ménager, ce serait à surveiller, c'est certain. Messieurs, merci énormément de nous avoir éclairés pour ce qui est du secteur municipal et aussi du secteur de l'éducation. Monsieur Pierre Degré est le président du Conseil provincial du soutien scolaire du SCFP. Merci. Merci à vous, Madame Gagnon. Et Patrick Gloutonné, je l'ai bien dit cette fois, qui est le président du Conseil provincial du secteur municipal du SCFP. Merci à vous aussi d'avoir participé à l'émission. Bien, merci à vous.
Pour ce qui est de cette édition, c'est maintenant complet. On essayait de faire un portrait global de ce qui se passe au Québec pour ce qui est de ces partenariats publics-privés. On voulait jaser privatisation des services publics. Je vous mentionne que c'est une émission mensuelle, donc on sera de retour le 16 février prochain. On va s'adresser pour cette prochaine émission, entre autres, à ce qui se passe à Radio-Canada. Vous avez entendu, il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup de postes qui ont été abolis. Qu'est-ce que ça peut causer au sein d'une équipe, ça, toutes ces coupures, toutes ces pertes d'emploi? On va en discuter bien sûr avec des gens concernés, des gens qui travaillent à Radio-Canada. Ça, ce sera le sujet de l'émission du 16 février prochain. Sinon, beaucoup d'invités à remercier. On avait une émission qui était assez chargée aujourd'hui. Tout d'abord, je veux dire merci à celui qui était là comme tout premier invité, Pierre-Guy Sylvestre, économiste au Syndicat canadien de la fonction publique. On a parlé aussi avec Pierre J. Hamel, professeur, chercheur à l'Institut national de recherche scientifique. Pierre Soucy aussi est venu faire un tour en studio. Lui, il est président du Conseil provincial des affaires sociales du Syndicat canadien de la fonction publique. Guillaume Hébert aussi, lui, il était là comme premier invité de la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Si vous voulez avoir plus de détails sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur notre site CIBL1015.com. Allez dans la section de la journée émission mardi. CIBL reçoit. Vous pourrez trouver plus de détails sur cette émission d'un côté, mais de l'autre. Émission réalisée en partenariat avec le SCFP. Je m'appelle Stéphanie Gagnon. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à notre metteur en ondes, Carlo Bellomo. Et je vous retrouve bien sûr le 16 février prochain.